La Corée. Le pays du matin calme. Réputée pour ses avancées technologiques et sa gastronomie, la Corée du Sud est aussi un pays d'histoire. Et ses paysages sont parmi les plus exceptionnels d'Asie. La Corée du Sud s'est efforcée de protéger sa nature sauvage, tout en se transformant en profondeur pour évoluer avec son époque. Dans ce pays composé à 70% de montagnes, les habitants ont appris à vivre en harmonie avec une nature riche de paysages spectaculaires et changeants au rythme des saisons. Notre voyage aérien en Corée du Sud commencera par l'île de Jeju. Puis nous rejoindrons le parc national du Jirisan, avant de gagner la province de Gangwon. Nous terminerons enfin notre voyage sur la côte sud-est, à Busan. L'île de Jeju, ou Jeju-do, se situe à 85 km au sud de la péninsule coréenne. Édifiée sur un point chaud, elle possède un relief singulier. L'île est un immense parc géologique. Née d'une éruption volcanique il y a 2 millions d'années, la plus grande île de Corée est le paradis des géologues et des vulcanologues. Au centre de l'île se dresse le Hallasan, un volcan bouclier actif. Du haut de ses 1950 mètres d'altitude, c'est le point culminant de la Corée du Sud. Depuis sa formation, l'île de Jeju a connu toute une succession d'éruptions volcaniques. Le Hallasan était encore actif il y a 1 millier d'années. En raison de ses propriétés magnétiques, cette montagne est souvent considérée comme l'âme de l'île. Au sommet, le lac du cratère peut mesurer jusqu'à 2 km de circonférence et 110 mètres de profondeur en fonction des saisons. Ici, on l'appelle le Baekneok-dam, le lac du cerf blanc en coréen. Une légende raconte que les esprits bienveillants chevauchent à dos de cerf sur les rives du lac. Pour cette raison, apercevoir cet animal est considéré comme un signe de bonheur et de longévité. Jeju-do recèle bien des surprises. On y trouve notamment de nombreux cônes volcaniques, qu'on appelle ici des orums. Ce terme, qui provient d'un dialecte local, désigne une petite colline ou encore une pente facile à gravir. Ces vestiges volcaniques existeraient depuis plus de 100 000 ans, quand il crachait encore des flammes et du magma. « 368 orums se sont ainsi formés à la surface de l'île. Mais ces dômes majestueux n'ont pas qu'une valeur esthétique.
Ils contiennent d'importantes réserves d'eau douce, essentielles pour la végétation de l'île. Une végétation abondante qui participe à l'excellente qualité de l'air sur Jeju-do. Nous survolons ici le Gomunnorum, le dôme de la montagne sacrée. Son centre abrite un cratère en forme de fer à cheval. À première vue, ce volcan est parfaitement identique aux autres. Mais son réseau de tunnels de lave est l'un des plus vastes au monde. Il est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme l'ensemble de Jeju-do. Car cette île, reconnue pour sa valeur exceptionnelle, est l'une des plus spectaculaires de l'Asie de l'Est. Dans le sud-ouest de l'île se dresse un autre volcan, le Sanbangsan. Il se serait formé il y a plus de 700 000 ans et culmine à 395 mètres au-dessus de la mer. Son aspect unique serait dû au refroidissement d'une énorme coulée de magma. Mais la tradition raconte une toute autre histoire. Selon la légende, un archer aurait un jour blessé par mégarde l'empereur de Jade. Furieux, le roi des dieux aurait saisi le premier projectile à sa portée, en l'occurrence le sommet du Hallasan. Il l'aurait arraché et lancé sur le pauvre archer. En s'écrasant, le pic aurait formé le Sanbangsan. Fait étrange, la composition géologique du mont Sanbang et du volcan Hallasan est très proche, bien qu'ils se soient sans doute formés à des époques différentes. Dans le sud de Jeju-do s'étend un paysage maritime à couper le souffle. Sculptée par les vagues, cette longue falaise s'est formée il y a 2 millions d'années lors d'une éruption volcanique. Sa forme initiale a inspiré son nom, Yongdwam, le rocher du dragon. Mais il n'en reste que le corps. Un jour, la foudre s'est abattue sur le rocher et le dragon a perdu sa tête. Les falaises ont une forme concave. L'érosion marine qui les a creusées au fil du temps a créé ces dessins uniques dans la paroi. De la mer, le rocher du dragon et le mont Sanbang ressemblent à une grosse tortue. Ces falaises étonnantes sont les plus anciennes formations volcaniques de Jeju-do, plus anciennes encore que le Hallasan. Elles se seraient formées en même temps que la naissance de l'île. Sur la côte est de l'île se dresse un volcan endormi, l'un des plus étonnants au monde. C'est le Songsan Ilchulbang, le mont du soleil levant. Comme son nom l'indique, c'est un site très prisé pour admirer le lever du soleil. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet énorme rocher s'est formé il y a 100 000 ans, lors d'une éruption volcanique, quand l'eau a rencontré le magma.
Plusieurs volcans ont la même origine, mais aucun ne possède un cône de tuf aussi bien préservé et des structures internes aussi riches que celui-ci. Son intérêt scientifique et sa beauté sauvage attirent plusieurs millions de visiteurs chaque année. Le Songsan Ilchulbong est le site naturel le plus apprécié de l'île de Jeju. À 180 mètres au-dessus du niveau de la mer, son immense cratère est cerné par 99 pics rocheux. Au printemps, il est tapissé de fleurs de colza jaune vif, qui évoquent une gigantesque couronne de fleurs. Ce volcan a longtemps été séparé de Jeju-do par la mer. Mais à mesure que le sable et le gravier se sont accumulés, un passage naturel s'est formé entre les deux. Considéré comme sacré, ce site est un lieu de prière vénéré. Admirer un lever de soleil de son sommet est une expérience féerique. À quelques kilomètres de là, voici le rocher de Sobji-Koji. C'est aussi un lieu très prisé des visiteurs pour sa beauté atypique. Les réalisateurs l'apprécient tout autant. Plusieurs films à succès de la télévision sud-coréenne ont été tournés ici. Ce rocher dressé vers le ciel est associé à une légende. On raconte que le roi dragon serait tombé amoureux d'une nymphe, disparue un jour mystérieusement. Ivre de chagrin, le roi se serait changé en un rocher solitaire. Il attendrait encore le retour de sa bien-aimée. Sur la côte sud de l'île de Jeju, l'eau et la lave ont formé un paysage spectaculaire. Il s'agit de l'estuaire de Suesokak, appelé autrefois Sodun, le bœuf couché. C'est l'embouchure d'une petite rivière qui prend sa source sur le mont Ala. Avant de se jeter dans l'océan, le cours d'eau s'élargit et devient plus calme. L'eau limpide, les bambous et les étranges formations de lave font de cet estuaire un site unique sur l'île. Pour profiter pleinement du paysage, rien ne vaut une promenade sur l'un des bateaux traditionnels de Jeju-do, les Taewu. Sous leurs airs de simples radeaux, ils ont longtemps servi à transporter des marchandises tout autour de l'île. Le charme incontestable de Jeju-do tient aussi à ses nombreuses chutes d'eau. Au-delà de ce pont en arc, orné de sculptures représentant des nymphes, voici les chutes de Chonjeon, les plus grandes de l'île. Selon la légende, cette nymphe dédiée à l'être suprême serait descendue du ciel pour s'y baigner. Elles auraient profité de l'occasion pour baptiser les chutes, dont le nom signifie « le ciel relié à la terre ». En réalité, ce ne sont pas des nymphes qui peuplent ces eaux, mais des anguilles marbrées. Elles sont surtout actives la nuit. Une végétation luxuriante et variée pousse autour des chutes d'eau, qui sont aussi entourées de formations rocheuses uniques.
Lorsque le niveau de l'eau est élevé, la cascade de 20 mètres de hauteur est un spectacle impressionnant. L'eau de ces chutes aurait même le pouvoir de guérir celui qui la touche. Bien qu'il soit interdit de s'y baigner, ce mythe continue d'attirer de nombreux visiteurs. Sur la côte, non loin des chutes d'eau, se dressent de spectaculaires formations volcaniques. Ces colonnes hexagonales sont de véritables œuvres d'art. Elles ont été créées par le refroidissement brutal de la lave en fusion au contact de la mer il y a plus de 20 000 ans. Chaque colonne se dresse à 30 ou 40 mètres de haut. Elles s'étendent sur un peu plus de 3 km. Cette partie de la côte recèle bien d'autres trésors géologiques. L'érosion marine a créé par endroits des escaliers naturels. Ils sont à l'origine du nom de cet endroit, l'Hôtel des Dieux, Chisadge-Ehan. Reconnue pour sa valeur géologique exceptionnelle et sa beauté, l'île est aujourd'hui protégée par le statut de géoparc mondial de l'UNESCO. Non loin de ces colonnes étonnantes, voici les chutes de Jeonbang. Ce sont les seules chutes d'eau en Asie à se jeter directement dans la mer. Une légende leur est également associée. Au IIIe siècle avant notre ère, le célèbre empereur chinois Qin aurait envoyé son serviteur sur l'île de Jeju afin qu'il en rapporte une herbe censée lui offrir la jeunesse éternelle. Le serviteur serait rentré bredouille, mais il aurait découvert ces chutes d'eau sur sa route. Jeju-do n'abrite pas seulement des formations volcaniques. Toute la moitié nord de l'île est tapissée d'arbres persistants. Ils forment une forêt unique, la forêt de Gojawal. Elle fait partie de l'écorégion des forêts sempervirantes de la Corée méridionale. Le nom de Gojawal évoque une forêt d'arbres, de buissons épineux et de rochers. Sous son apparence de forêt ordinaire, c'est la seule au monde à réunir des plantes de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Avec sa variété végétale exceptionnelle et ses animaux rares, la forêt de Gojawal est le poumon vert de l'île. L'un des produits naturels les plus populaires de Jeju-do est le thé vert. Plus de la moitié de la production sud-coréenne est cultivée ici. Le climat chaud, les pluies fréquentes et les sols riches en minéraux font de l'île le terrain idéal pour ce thé. Avec les monts Wang en Chine et le mont Fuji au Japon, c'est l'une des principales régions de culture du thé vert dans le monde.
Ces feuilles d'un vert clair sont réputées pour leur arôme. Leur saveur riche, caractéristique, est attribuée au vent doux qui souffle du mont Allah. L'île est aussi réputée pour sa production de mandarines. Pendant l'hiver, les pots sont séchés en grande quantité. Les habitants de Jeju-do apportent un soin tout particulier à la culture de cet agrume, car sa récolte a des conséquences importantes sur l'économie de l'île. La majorité de la production sud-coréenne vient d'ici. Le sud tempéré de l'île bénéficie d'un climat subtropical océanique. Ces conditions clémentes, ainsi que la richesse du sol volcanique, produisent des mandarines douces, juteuses et sucrées. Comme elles sont sans pépins et faciles à peler, ces mandarines sont très appréciées en Corée du Sud, ainsi que dans tout le continent asiatique. Le sentier au lait fait le tour de l'île. Inauguré en 2007, il s'étend sur 422 km et compte 21 itinéraires balisés. Prisé pour ses paysages splendides et ses pentes douces, le sentier au lait est l'un des préférés des randonneurs coréens et des touristes. L'itinéraire le plus court s'effectue en 1 heure, mais le plus long demande jusqu'à 8 heures de marche. L'état d'esprit lié au sentier au lait est de fuir le tourbillon de la vie urbaine, de ralentir le pas et de ne faire qu'un avec la nature. Pour cette raison, il est conseillé de le parcourir à un rythme lent et non comme une épreuve sportive. Son taux élevé de fréquentation est proportionnel à la popularité croissante de l'île de Jeju. Depuis la création du sentier en 2007, tout le pays s'est pris de passion pour la marche à pied. Loin des forêts humides et des montagnes, les plages de Jeju-do restent l'un des principaux attraits de l'île. Celle-ci est une vaste étendue de sable blanc qui borde une mer émeraude. C'est l'une des plus belles de l'île. Les vents puissants en font un site très prisé des kitesurfers. L'énergie éolienne est largement développée sur cette côte. Ces turbines dressées face à la mer font désormais partie du paysage et sont une source d'énergie durable pour l'île. Jeju-do est une merveille volcanique créée par l'eau et le feu au fil des millénaires. L'île préférée des Sud-Coréens possède un patrimoine naturel d'une richesse exceptionnelle. C'est un lieu unique dans le paysage de la Corée du Sud. De retour sur la péninsule coréenne, voici l'une des montagnes les plus célèbres du pays, le Jirisan. Avec ses paysages spectaculaires, le parc du Jirisan est le premier de Corée du Sud à recevoir l'appellation de parc national en 1967. Il s'étend sur 3 provinces,
et englobe 5 villes. La première syllabe du nom, Ji, est le caractère chinois qui désigne la sagesse. D'après un adage coréen, même un ignorant deviendrait sage en gravissant cette montagne sacrée. Avec un sommet qui culmine à 1915 mètres d'altitude, le Jirisan est la deuxième plus haute montagne de Corée du Sud après le volcan Hallasan, sur l'île de Jeju. Il compte 3 pics principaux: le Chonwangbang, le Nogodan et le Samsongung. Le Chonwangbang, réputé pour son splendide lever de soleil, est très fréquenté en été et à l'automne. Le pic du Nogodan abriterait la déesse de la montagne. En coréen, Nogodan signifie l'autel dédié à la vieille femme. Ce pic a toujours été considéré comme un lieu sacré, et des rituels y ont lieu chaque année. Depuis la guerre de Corée qui s'est déroulée entre 1950 et 1953, de nombreux pèlerins s'y rendent pour faire des offrandes. Ils dédient leurs prières à la paix dans le monde et à l'unification de la péninsule. Non loin du Nogodan, un fort se dressait autrefois à cet endroit. Avec sa forme de couronne posée sur la montagne, il aurait protégé la région pendant des siècles. Au nord du fort, à 800 mètres d'altitude, voici le Samsongung, ou Palais des Trois Sages. Construit en 1983 par un moine taoïste, il rend hommage aux 3 fondateurs mythiques de la Corée. Ce sanctuaire est également consacré aux arts martiaux, à la méditation et à la préservation des traditions. Le Palais des Trois Sages est un lieu unique en Corée. De nombreux visiteurs s'y rendent pour perpétuer les valeurs culturelles du pays, méditer et former leur esprit. Pendant des siècles, la culture bouddhiste a prospéré sur le Jirisan. Le parc accueille 7 temples et c'est un lieu aux multiples richesses culturelles. À 1450 mètres au-dessus du niveau de la mer, le temple de Bobgyesa est le plus haut de Corée du Sud. Bâti pour la première fois au 5e siècle, ce temple modeste et ses pagodes de pierre sont souvent enveloppés dans les nuages. Voici le temple de Hwaumsa. Fondé en 544 par le moine bouddhiste Yonggi, c'est le temple le plus célèbre du parc du Jirisan. Il est réputé notamment pour son pavillon grandiose. Devant l'entrée du pavillon se dresse la plus grande lanterne en pierre de Corée. Elle mesure plus de 6 mètres de haut. Le pavillon et la lanterne sont tous deux des trésors nationaux, reconnus pour leur valeur architecturale. Comme d'autres temples de Corée du Sud, celui de Hwaumsa offre aux visiteurs la possibilité d'y séjourner pour y faire l'expérience de la pratique bouddhiste. Un peu plus à l'ouest, le temple de Sasongam doit lui aussi son existence à Yonggi, qui l'aurait fondé la même année. Il est une parfaite illustration de l'architecture traditionnelle coréenne, conçue pour se fondre harmonieusement dans le paysage.
De grands moines bouddhistes y auraient pratiqué la méditation et l'ascétisme. Cette discipline du corps et de l'esprit vise à atteindre la perfection spirituelle par le renoncement aux plaisirs terrestres. Elle se pratique souvent dans des lieux retirés du monde. Depuis le temple, la vue sur les montagnes, le fleuve et les nuages est à couper le souffle. En route maintenant pour le nord-est du pays, où l'hiver enveloppe déjà de blanc la province de Gangwon. Cette route enneigée serpente à 800 mètres d'altitude. Voici le col du Daegwalyeong, dans le district de Pyeongchang. Malgré l'altitude, le terrain est ici relativement plat. C'est une destination prisée des randonneurs. L'hiver, le vent souffle parfois si fort qu'il est impossible de tenir debout. Cela en fait un site idéal pour installer des éoliennes et exploiter une source d'énergie renouvelable abondante en Corée. Grâce à son taux d'enneigement élevé, la région compte plusieurs stations de ski. En 2018, elle attirera l'attention du monde entier pendant quelques semaines, lorsque les plus grands sportifs d'une centaine de pays se disputeront un nouveau titre olympique. Les Jeux olympiques d'hiver de 2018 auront lieu dans la station d'Alpensia. Elle possède le plus beau domaine skiable du pays, avec un tremplin de saut à ski de 140 mètres de long. Ce seront les 3e Jeux olympiques d'hiver organisés en Asie, après le Japon en 1972 et en 1998. Toutes les épreuves se tiendront autour du stade olympique à une trentaine de minutes de distance. Les infrastructures sont conçues pour exploiter les paysages naturels splendides des montagnes de Pyeongchang. Les amateurs de ski de fond, notamment du biathlon et du cross-country, viennent de toute la Corée du Sud pour s'entraîner ici. La ville de Gangneung, sur la côte, accueillera les rencontres de hockey sur glace et de patinage de vitesse. Elle a la particularité d'être bordée à la fois par la mer et par un lac, entouré de montagnes. À l'est de Gangneung, le pavillon Gyeongpode domine le lac. Il est doté d'un toit très sophistiqué dit toit paljak, une forme traditionnelle dans l'architecture coréenne. Le pavillon, soutenu par 28 colonnes, est célèbre pour sa vue de la Lune, le 15e jour du premier mois lunaire. Il aurait été construit pour accueillir des invités prestigieux en visite dans la région. De nombreuses cérémonies importantes y sont organisées. Les poètes et écrivains accueillis ici se sont émerveillés devant le lac, renommé pour ses eaux limpides. Près du lac, des maisons coréennes traditionnelles se cachent parmi les pins. Cette maison était celle d'une grande poétesse coréenne, nommée Onan Sol-on. Elle est née au XVIe siècle sous la dynastie Joseon. Enfant prodige reconnue pour ses dons d'écrivain, elle n'a pourtant accédé à la notoriété qu'à titre posthume. Voici le pavillon Ojukon.
Il appartenait à la personnalité féminine la plus vénérée de Corée, la poétesse et calligraphe Chin Saim-dang. C'est ici qu'elle donne naissance à son fils Yi en 1536. Il deviendra l'un des grands érudits confucéens du pays. Leurs portraits ornent aujourd'hui les billets de banque et cette maison reste un précieux héritage de l'identité culturelle coréenne. Non loin de là, voici le pavillon Songgyo-jang. Avec ses 99 pièces, c'est le plus sophistiqué et le plus imposant de la région. Construit au XVIIIe siècle, c'était la résidence d'une famille noble, dont les descendants occuperaient encore quelques bâtiments aujourd'hui. L'ensemble conserve son organisation d'origine depuis plus de 300 ans. Le petit pavillon érigé au bord de l'étang à l'entrée est une autre illustration de l'architecture coréenne classique. Au-delà de la ville de Gangneung, s'étend la côte orientale de la péninsule coréenne. Cette route panoramique serpente à flanc de falaise, le long des eaux bleues de la mer du Japon. C'est l'une des routes les plus spectaculaires du pays. Un peu plus loin, le temple de Naksansa se dresse face à la mer. Il a été fondé en 671 par un moine bouddhiste nommé Wisang. Ceux qui viennent prier ici verraient tous leurs vœux exaucés. Une statue de granit blanc de la déesse Guanyin est tournée en direction du large. Érigée en 1977, elle pèse 700 tonnes et mesure plus de 17 mètres de haut avec son piédestal. Symbole de la compassion, c'est de loin la plus haute statue bouddhiste du pays. Au sommet de la colline, ce pavillon offre une vue panoramique sur tout le littoral. C'est l'un des rares temples coréens à surplomber ainsi la mer du Japon. La Corée du Sud entretient depuis toujours une relation intime avec l'océan. Omniprésent dans la culture traditionnelle, ce lien l'est encore de nos jours, comme l'illustre l'une des plus grandes métropoles du pays. Voici Busan, une importante ville portuaire qui allie harmonieusement histoire et modernité. Située sur la côte sud-est du pays, Busan a été le premier port de commerce coréen à s'ouvrir sur le monde. Pendant la guerre, il a abrité de nombreux réfugiés. Depuis, il s'est métamorphosé pour devenir le cœur de la culture maritime de la péninsule. Au centre de la ville se dresse son édifice le plus emblématique, la tour de Busan. Construite en 1973, elle dispose d'une plateforme d'observation située à 120 mètres de hauteur. Elle offre une vue panoramique à 360 degrés sur toute la ville. En 2012, une puissante lanterne a été installée au sommet de la tour. C'est aujourd'hui le phare le plus haut du pays. Son signal lumineux guide les bateaux qui rentrent au port. Au pied de la tour, l'un des ponts de la ville incarne les souffrances et les espoirs de la guerre de Corée. Lorsqu'il est inauguré en 1934, le Yongdo-daejyo est le premier pont basculant du pays. Il s'ouvre entièrement sur un côté pour laisser passer les bateaux les plus imposants. Après la guerre de Corée, les réfugiés de Busan, séparés de leurs familles par le conflit, empruntent ce pont dans l'espoir de retrouver leurs proches. Aujourd'hui, il attire de nombreux visiteurs en raison de son importance historique.
Un autre vestige de la guerre se dresse au bord de l'eau. Le marché de Jagalchi. C'est ici que les femmes venaient vendre leurs poissons pour nourrir leur famille pendant que leurs maris se battaient au front. Beaucoup de femmes travaillent encore dans l'industrie de la pêche, où elles nettoient et transforment le poisson. Les vendeuses du marché de Jagalchi sont appelées Ajuma, ce qui en coréen désigne les femmes d'âge mûr ou mariées. Avec son dessin moderne en forme de mouette, le marché aux poissons de Jagalchi est l'un des plus grands d'Asie. À l'écart du marché et du port, voici le village culturel de Gamcheon. Une multitude de petites maisons de couleur pastel sont entassées au pied de la montagne. Ce village, bâti à la hâte par des réfugiés après la guerre, est longtemps resté un bidonville. Mais sous l'impulsion d'artistes locaux et de ses habitants, il a été entièrement repeint. Aujourd'hui, c'est un quartier artistique, en pleine effervescence. Des milliers de touristes viennent admirer ces maisons arc-en-ciel. Il est considéré comme l'un des plus beaux villages d'Asie. Voici l'une des principales avenues de Busan. Elle se situe dans le quartier très animé de Somyeon, symbole de la réussite économique de la ville. C'est un pôle financier important. Certaines des entreprises les plus influentes de Corée du Sud ont vu le jour ici. Cependant, la croissance fulgurante de Somyeon n'aurait pas été possible sans le port de Busan. Il est le moteur de l'activité économique. Premier port international du pays depuis 1876, c'est aussi le plus grand. Il couvre à lui seul 40% de toutes les exportations, 80% du transport maritime par conteneur et 40% de la pêche. La situation géographique de Busan en fait un carrefour stratégique entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis, relié à plus de 100 pays et à 500 ports dans le monde. Le terminal international pour le transport de passagers jouxte le port de marchandises. Il assure de nombreuses liaisons maritimes avec les pays asiatiques voisins. Non loin du port, l'observatoire du parc naturel de Taejongdae domine l'océan. Il tient son nom d'un roi du 7e siècle, qui aimait venir s'entraîner à l'arc sur ce rocher. Le bâtiment s'inscrit dans un paysage étonnant, entre forêts épaisses et falaises découpées. Le phare de Yongdo est le plus ancien de Busan. Construit en 1906, il reste longtemps un bâtiment modeste de petite taille. Remplacé par une version moderne en 2004, il est toujours en activité. Au large de la côte sud de Busan, voici l'archipel des îles Oryuk. Leur nombre varie entre 5 et 6, selon le jour et la marée. Aucune n'est habitée, à l'exception de l'île où se dresse le phare.
Busan n'est pas seulement un grand port de commerce et une métropole moderne. C'est aussi l'une des principales stations balnéaires du pays. La plage la plus célèbre est sans aucun doute celle de Haeundae, au nord-est des îles Oryuk. Prisée pour son sable doré et ses eaux peu profondes, elle s'étire sur 1,5 km. Chaque été, 10 millions de touristes affluent sur les plages de Busan. Au bout de la plage de Haeundae se dresse un bâtiment singulier. Le pavillon Nourimaru est une version moderne du pavillon traditionnel coréen. En 2005, il a accueilli des chefs d'État du monde entier à l'occasion du sommet de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Il est toujours utilisé pour de nombreux événements internationaux. La ville compte un autre centre d'exposition et de conférences où l'APEC s'est également réuni en 2005, le Bexco. Inauguré en 2001 et agrandi en 2012, il est en passe de devenir le centre des congrès le plus performant d'Asie du Nord. C'est ici que s'est tenu le tirage au sort préliminaire de la Coupe du monde de football en 2002 et le Forum mondial de l'OCDE en 2009. La ville est aussi un important centre culturel. Le Festival international du film de Busan a lieu chaque année dans ce bâtiment moderne. Le toit du palais des festivals est une merveille architecturale. Il est d'ailleurs inscrit au livre Guinness des records comme le plus long toit en porte-à-faux du monde. À Busan, l'architecture contemporaine occupe une place de choix. Les constructions les plus hautes se situent dans le quartier de Marine City. D'immenses gratte-ciel se dressent sur cet ancien site d'enfouissement des déchets. Au sommet de ces tours se trouvent certains des appartements les plus hauts d'Asie. C'est dans la marina située au pied de ce complexe résidentiel qu'ont eu lieu les épreuves nautiques des Jeux Olympiques d'été de 1988. Depuis, de nombreuses régates y sont organisées. Au-delà de la marina, le Gwangan-daejeon est un immense pont suspendu de 7 km de long. L'image de Busan est souvent associée à cette structure d'une longueur exceptionnelle. Le pont à l'entrée du port est également impressionnant. Il est moins long que le Gwangan-daejeon, mais il se dresse à 70 mètres de hauteur pour permettre le passage des porte-conteneurs. Mais c'est à la nuit tombée que Busan se dévoile, lorsque la ville et ses ponts s'illuminent. Admirer les reflets multicolores sur l'eau est un spectacle féerique, à l'image d'une Corée du Sud aux 1000 couleurs et aux 1000 visages.